Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau Sérirama, le magazine 100% série de Télérama. On se retrouve tous les lundis, parfois dans une bande de trois pour vous dire ce qu'on pense des dernières nouveautés et parfois ici en Facebook Live pour débattre entre nous et aussi et surtout avec des personnalités du monde des séries. En l'occurrence ce soir Frédéric Rosset. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Créateur, co-scénariste de Irresponsable, série diffusée sur OCS Max le jeudi soir. Irresponsable qui a commencé jeudi dernier sa deuxième saison. Une des rares comédies en format 30 minutes, comme on dit vulgairement, de la télé française, et surtout une des rares à être bonne. Donc on va en parler avec Frédéric Rosset. Si vous voulez lire la critique, évidemment, elle est à lire dans Télérama, elle est disponible dans Télérama pour savoir ce qu'on en pense. En tout cas, on en pense 2T, c'est-à-dire déjà, c'est pas mal. Et on va creuser un petit peu cette série Responsable et on va parler plus généralement de la comédie à la télé française. On compte sur vos questions sur Irresponsable, sur la comédie française. On vous montre un petit extrait, une petite bande-annonce d'Irresponsable et ensuite on en discute avec son créateur. Est-ce que la maturité finit par venir avec le temps ? Là, dans ma vie, il faut que je sois un modèle pour vous, hein. Un exemple pour la jeunesse de demain. Pas pour tout le monde, c'est clair. Oh, voici l'odeur. J'ai 32 piges, je vis toujours chez ma mère. Viens vivre avec moi. Et je refuse de venir vivre ici, ok ? Hey, c'est moi. Hey, c'est toi. OCS Signature poursuit l'aventure du plus infantile des pères. J'ai un gamin de 16 ans, j'ai aucune autorité sur lui, je sais plus quoi en foutre. T'es relou. Ok. Tu peux être professionnel au moins une fois, s'il te plaît ? Putain. Vous êtes vraiment des gros gamins, en fait. Oui. Frédéric Rosset, pour ceux qui n'auraient pas vu Irresponsable, ça peut arriver, mais qui sont curieux de la thématique dont on va discuter et qui sont avec nous ce soir, est-ce que vous pouvez nous résumer en 2 mots de quoi ça parle ? Oui, bien sûr. Irresponsable, c'est l'histoire de Julien, qui est un adulte de 31 ans, dans la saison 1 en tout cas, et qui, en fait, faute de boulot, d'argent, d'envie de se bouger les fesses, se retrouve à retourner vivre chez sa mère en banlieue parisienne. C'est un vrai adolescent dans sa tête, il n'a jamais vraiment évolué. Et c'est à cette occasion qu'il retrouve Marie, son amour de jeunesse quand il avait 15 ans et qui avait à l'époque disparu sans explication. Et en fait, elle lui annonce qu'elle avait disparu parce que ses parents l'ont obligée à déménager sans rien dire parce qu'elle était tombée enceinte. Et donc aujourd'hui, elle a un fils de 15 ans et c'est lui le père. Et donc quand la série commence, c'est Julien qui est un vrai ado dans sa tête qui se découvre père d'un véritable ado, Jacques. Et on suit à la fois une romance entre lui et son fils, donc une romance entre bros où ils ont le même âge mental, c'est un peu ça le concept, et aussi les retrouvailles avec son ex dont il est encore amoureux 15 ans plus tard. Alors avec cette saison 2, la série s'appelant Irresponsable, est-ce qu'il y a une responsabilisation ? On imagine que ce genre d'histoire, c'est aussi une histoire d'un personnage qui grandit. Est-ce que oui, Julien va devenir plus mature et moins irresponsable ? Et est-ce que 2, ça sous-entend qu'il faut changer un peu de braquet d'un point de vue comédie parce qu'on ne peut pas se reposer éternellement sur l'immaturité du personnage puisqu'il doit grandir ? C'est pas sa caractérisation que j'ai envie de changer en premier. Si un jour il devient vraiment responsable, c'est plus le même. La série est finie, le concept est mort. C'est plus les situations dans lesquelles il se retrouve qu'il faut savoir renouveler, le secouer un peu plus. Plus il grandit, plus la série évolue, plus il se retrouve dans des situations qui l'obligent, alors qu'il n'en a pas du tout envie, de trouver son indépendance, de devenir quelqu'un de plus adulte. Mais tout le concept, c'est qu'il ne sait pas faire, il a vachement du mal. Donc on n'essaye pas... Enfin, il évolue au contact de ses personnages, mais le but, c'est pas d'en faire un type droit dans ses baskets qui, à la fin, devient très très sérieux, quoi. Oui, parce qu'on se pose toujours la question, c'est particulièrement fort dans les sitcoms, de l'importance des personnages de ne finalement pas évoluer quelque part, puisque c'est sur un certain stéréotype que l'humour va se reposer. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous partagez ? Et c'est très spécifique à la comédie, parce que finalement, le drame, le principe même, c'est que le personnage doit changer. Est-ce que dans la comédie, le plaisir et la contrainte, c'est aussi que le personnage, pour rester drôle, doit rester fidèle à lui-même ? Ça dépend, en fait. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Tous les personnages ne sont pas pareils de ce niveau-là. Par exemple, le duo Julien-Marie est très intéressant parce que Julien essaye d'évoluer et il n'y arrive pas. Et Marie est un personnage, par exemple, qui, elle, est amenée à beaucoup évoluer, à avoir un cheminement contraire à lui. C'est-à-dire qu'elle
Elle est tombée enceinte à 15 ans, donc à l'inverse de lui, elle n'a pas eu d'adolescence. Elle a dû être adulte très vite. Elle a dû être adulte très vite, et donc quand commence la série, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux, c'est l'inverse total de lui. Ce qui est quelque chose d'intéressant dans une comédie de remariage, c'est que ce soit des inverses à la base. Et comment finalement lui, il aimerait devenir elle, mais il n'y arrive pas, c'est trop compliqué, il sait pas devenir responsable, et elle, d'une certaine manière, va vouloir devenir lui, ou du moins, en tout cas, retrouver son adolescence qu'elle n'a pas eue et faire sa crise sur le tard. Donc, ces personnages sont censés évoluer, mais ce qui est intéressant et un peu comique, c'est de montrer, dans le concept de la série, le fait qu'ils ont du mal à évoluer, qu'ils ont du mal à changer, qu'ils sont en effet toujours dans leurs petites habitudes et qu'ils ont... Enfin voilà quoi, donc je joue reproduire un peu... la même erreur encore et encore. Donc l'idée, c'est un peu de jouer sur les deux tableaux, quoi. Il y a Ben qui demande comment vous est venue l'idée, pour revenir au début de l'histoire, est-ce que vous connaissez quelqu'un comme ça, demande Ben, vous ou quelqu'un d'autre d'ailleurs? Moi non, mais je me suis souvent fait la réflexion que ça s'est joué à pas grand-chose pour que je devienne comme ça. D'ailleurs, c'est ce que dit votre acteur d'ailleurs, hein, Sébastien Chassagne, qui lui aussi dit que finalement ce personnage-là, ça aurait pu être lui s'il n'avait pas fait de la comédie, s'il n'avait pas... Voilà. Bah, on a un peu ce point commun, c'est que si jamais moi je connais par contre, j'ai des amis qui sont un peu dans cette situation-là et je pense un peu à eux, en effet, même s'ils sont pas aussi... C'est pas parce qu'ils sont comme ça qu'ils sont aussi irresponsables et encore adolescents dans leur tête que Julien. Mais par contre, c'est sûr que je me pose souvent la réflexion de qu'est-ce qui me serait arrivé si je n'avais pas eu d'envie pour mon futur, si j'avais pas envie depuis très longtemps de bosser dans l'audiovisuel, d'écrire. Tout comme, en effet, Sébastien dit la même chose par rapport à la comédie. Il dit, Julien, c'est la personne que je serais si jamais je n'avais pas fait de théâtre, dans un très beau magazine, je crois. Oui, c'était dans Télérama, je crois. Il me semble bien, voilà. J'aurais pu dire un peu la même chose, en effet. Et puis, il y a aussi des circonstances de la vie, par exemple, ce qui fait qu'il est obligé de se bouger le cul dans la saison 2, le point de départ, le personnage qui, d'une certaine manière, j'ai un peu vécu la même chose, même si c'est pas du tout la même chose. C'est une question de beau-père, hein, et donc moi, j'ai pas du tout mon beau-père, je m'entendais très bien avec lui. À partir du moment où ma mère s'est installée avec lui, c'est à ce moment-là que je me suis dit peut-être qu'il est temps d'arrêter de squatter le canapé, sauf que j'avais 22 ans, j'avais pas 32 ans. Mais c'est du coup, évidemment, je trouve que ça me parle en tout cas, l'idée de gens à 30 ans qui savent toujours pas quoi faire de leur vie, j'en connais, ça m'intéresse. Léa pose une question qui va nous permettre un petit peu de rentrer, d'élargir déjà un peu le débat par rapport à la comédie. Elle demande si le choix du format 26 minutes était évident et prévu dès le départ. Alors il faut peut-être du coup rappeler la genèse de cette série, mais est-ce que c'était dès sa conception, donc à la Fémis en l'occurrence, puisque vous avez fait la fameuse école de cinéma et de série aujourd'hui, est-ce qu'il y avait une ambition d'entrée de jeu de faire du 26 minutes? Et je prolonge la question de Léa, est-ce que c'est quelque chose, en France, on se dit « ouais, je vais faire un 26 minutes » ou on se dit j'aimerais bien faire un 26 minutes, mais à la télé française, où quoi? Comment? Ouais, alors déjà, évidemment, le 26 minutes, c'était pour moi tout de suite... fait pour du 26 minutes, c'est un format qui pour moi est naturel pour la comédie en général et notamment sur ce projet-là. Après, quand j'ai commencé à l'écrire, en plus j'avais un double épisode pilote à ce moment-là, l'épisode 1 et 2 en gros, qui pour moi c'est le pilote en fait divisé en 2 épisodes, donc d'une certaine manière déjà mon premier épisode il était tellement plein qu'il ressemblait plus à du 52 qu'à du 26. Mais je me disais, après, je veux du 26. Et tout en me disant, si jamais j'arrive à aller sur d'autres chaînes qui disent, OK, mais on le veut qu'en 52, il faudra bien que je me démerde parce que bon, voilà, je ferai comme le pilote. Je mettrai 2 épisodes ensemble et j'essaierai de trouver une logique pour que ça marche en 52. Mais pour moi, c'était pas naturel. Pour moi, le 56, c'était essentiel. Le 26, pardon, c'était essentiel. Et j'avoue, je réfléchissais pas encore exactement à... Pour quelle chaîne? Je ne pensais pas à OCS, par exemple. Par contre, on avait un vrai sentiment que peut-être le 26 allait arriver. On savait qu'Arte allait en faire un qui est devenu au service de la France. On s'est dit, Canal+ en faisait aussi, on s'est dit, il y a une ouverture. Bon, finalement, on attend encore. Mais oui, il n'a pas encore explosé. Cette case-là a du mal à s'imposer à la télé française. On va en discuter. Peut-être pour continuer à parler de la jeunesse de cette série et de comment on en est arrivé à cette histoire, il y a Charlotte qui demande quels sont vos modèles de comédie pour écrire Julien. Donc pour le personnage de Julien, est-ce qu'il y a des modèles qui se sont imposés à vous? Le plus évident, mais je m'en suis rendu compte après coup, c'est une série un peu particulière, c'est Dieu seul me voit, Versailles Chantier. Qui est du cinéma donc? Alors c'est les deux en fait, ouais. C'est-à-dire qu'en 90, il fait Bruno Poilides, donc fait Versailles Chantier, qui est 6 épisodes d'1 heure chacun, donc 6 heures, pour Arte. Et ensuite, il l'a recoupé, je pense qu'il avait réfléchi dans les 2 formats, pour en faire un long métrage d'1 heure et demie, 2 heures.
Et moi, je connaissais que le long métrage pendant longtemps, et puis est sorti en DVD après coup la version dite interminable, que je trouve géniale. Moi, je pense que ce que je préfère en France, en fait, en termes de comédie, c'est vraiment la comédie de situation. Et je me suis rendu compte que le personnage joué par Denis Polides, dit Albert Jean-Jean, avait beaucoup de points communs avec Julien. Même si c'est pas exactement le même, il a ce point commun de avoir tellement peur de la vérité, des conflits que peuvent amener la vérité, qu'il ment toujours. Et en fait, son mensonge finit par élargir la situation, la rendre de plus en plus loufoque. Et en fait, il creuse sa tombe à chaque fois. Et ce mécanisme-là, c'est très Julien, en fait. C'est intéressant que vous citiez cette série / film. Ça en dit peut-être, alors c'est peut-être juste une coïncidence, mais ça en dit peut-être long sur le trouble de la comédie à la télé française qui finalement se cherche un bon format, qui ne sait pas si elle doit être longue, courte, short-com, ou si finalement elle doit regarder vers le cinéma, parce que la comédie au cinéma en France, ça cartonne, c'est énorme. On est en plein tuche 3e niveau et on a eu un nombre incalculable de films comiques au cinéma français qui ont cartonné. Les séries, en revanche, se cherchent un petit peu plus. Est-ce que pour vous, faire un 26, c'était une façon de revendiquer la véritable identité de la comédie et de dire le 52, ne parlons même pas du 90 comme peut faire TF1 sur Camping Paradis ou ce genre de choses-là, c'est pas le bon format de la comédie? Oui, enfin, j'ai pas pris mes fourches et je suis pas parti au combat à ce moment-là. J'ai eu la chance que la série se fasse, en sachant très bien que c'était en effet un format qui va continuer à pas avoir sa place en télévision française, du moins les grandes chaînes de télévision française, si elles continuent à ne faire que de la télévision de prime time. On a parlé à une époque de la France Télévisions, France 2 en particulier, parlait d'une deuxième partie de soirée avec justement des séries un peu plus risquées à une époque. Mais on n'en a plus parlé. Voilà, moi je crois ce que je vois. Donc j'espère bien que ça va finir par arriver. En attendant, c'est vrai que comme ils veulent que de la série prime time qui est au moins 2 heures du même programme, le 26 trouve très difficilement sa place et c'est bien dommage. Après, il y a des séries de 52 qui arrivent à faire de ce format un format naturel pour elles, des séries comiques comme 10%, ou Fais pas ci, fais pas ça. Mais ces 2 exemples, par exemple, sont intéressants, je trouve, parce que Fais pas ci, fais pas ça, pour moi, c'est 2 26 mélangés, c'est 2 familles mélangées. Mais l'intérêt, c'est de mélanger, justement, donc ça marche. Et 10%, c'est plus un soft procédural. On a du Ali McBeal, c'est-à-dire qu'il y a un cas, c'est pas une série d'avocats, mais c'est une série sur des acteurs, il y a un cas. Et comme on s'intéresse aussi aux autres personnages, là, le format long 52 paraît logique. Mais il y a d'autres exemples, je pense, de séries en 52 en France, que je vais pas citer, mais où je me dis, là, pour le coup, c'est long, c'est un peu mou, en 30, ça marcherait mieux et je suis même presque prêt à parier que leurs auteurs auraient préféré faire du 30. Mais il faudrait produire énormément d'épisodes. Enfin, en même temps, c'est Canal+, qui à une époque diffusait en prime time des séries de 30 minutes, Cable Kitchen, la série d'Éric Judor, évidemment, Platane. Il y a eu des cas, mais effectivement sur des chaînes payantes. En parlant de chaînes, il y a Tom qui je le cite, sans vouloir être désagréable, on a l'impression qu'être sur OCS n'est pas le meilleur moyen d'obtenir la visibilité pour une série. Alors, il demande des stats d'audience. Moi, personnellement, je ne les ai pas. Je ne sais pas si on les a précisément ici. Ils sont un peu comme Netflix, ils ne sont pas très clairs là-dessus. Voilà, mais est-ce qu'au moins, pour répondre à cette question-là, évidemment, ce n'est pas le plus facile pour être visible. Mais, 3 petits points, j'imagine. Mais c'est un espace qui n'existe pas forcément ailleurs aujourd'hui. Oui, voilà. Si on va sur OCS avec 2 contraintes, c'est les contraintes budgétaires qui nous obligent à tourner de façon extrêmement courte, de limiter le nombre de décors, de vraiment, dans notre écriture, être extrêmement vigilant là-dessus. Et sachant que même si on est vigilant, on va vraiment avoir énormément de difficultés au tournage, ça va être un vrai marathon, que c'est un miracle que ça tienne debout, tout ça. Et le deuxième désavantage, c'est que on est moins vu qu'une série sur TF1, France 2, Arte, Canal, enfin bon, toutes les autres chaînes, quoi. Et, mais c'est la seule chaîne qui a cette ligne éditoriale du 26 minutes qui nous laisse une liberté totale, même quand on est un jeune auteur comme moi qui n'avait rien fait avant Irresponsable à part aller dans une école de cinéma et de série, donc en l'occurrence, et qui même quand ils nous signent, ils nous disent rendez-vous en projection, on vous laisse le champ libre total, on ne vous oblige pas à prendre un auteur dit senior en qui ils ont plus confiance. Le projet ne me tombe pas des mains, quoi. Donc j'ai eu la chance de pouvoir créer ma propre série en sortant directement de mes études et déjà ça s'est sauté
vraiment des étapes, parce Oui. qu'une certaine manière, normalement, Oui, en général, on écrit pour d'autres séries. oui, voilà, on fait son trou voilà, doucement. Et, on fait César Mayer. Là, j'ai pu le faire, mais c'était d'une certaine manière aussi pour moi l'idée de ne pas prendre un barreau d'échelle trop haut et donc de me casser la gueule. C'est de garder ma liberté dans l'une des seules chaînes qui permet ça, en fait, quoi. Jérôme est très sympathique, il me permet de poser la question que je voulais poser. Il dit quelle liberté laissez-vous à Sébastien Chassagne, donc votre acteur, dans la création et les dialogues de son personnage. Moi, ma question, c'était est-ce que cette urgence dont vous parlez nécessite justement une forme de travail collaboratif et que tout le monde y mette un peu du sien? Parce que si on est trop carré, si on est trop coincé, on ne peut pas avancer assez vite et finalement, c'est votre série, mais ça devient très rapidement la série de tout le monde avec qui vous travaillez. De toute façon, une série, c'est une œuvre collective. Hein. On a le réflexe de dire le film de quelqu'un, en parlant du réalisateur en l'occurrence, dire la série de quelqu'un pour une série, c'est plus dangereux parce qu'on oublie des noms, quoi. Et en l'occurrence, il y a Stéphane Cafiero qui est le réalisateur, qui a aussi son importance dans sa façon de laisser la place aux acteurs, à l'improvisation, sachant que comme le marathon oblige à pas faire beaucoup de prises non plus, donc il faut quand même être carré. Ils ont un vrai respect aussi du texte dans sa logique dans la structure du scénario. Ils ne vont pas changer l'histoire. La comédie, c'est aussi beaucoup du rythme, Oui. en fait. Et donc, c'est une question de rythme, et donc c'est réfléchi en tant que tel. Et aussi, comme on n'a pas beaucoup de temps, le scénario est vraiment à l'os, c'est-à-dire il n'y a aucune scène qui n'est gratuite, il y a toujours de l'information qui doit passer ultra discrètement pour ne pas avoir donné l'impression. Et qu'est-ce que Sébastien Chassagne va apporter à ce moment-là? Et justement, donc dans tout ce cadre-là, il faut avoir des impros très carrés, très intelligemment faits, quoi. Et Sébastien, comme d'autres d'ailleurs, mais c'est vrai que Sébastien a particulièrement ce truc-là, aime bien mettre son grain de sel, c'est-à-dire inventer des punchlines. Alors parfois, ça peut se faire pendant les lectures à la prépa, où moi je suis présent et je note et je l'écris, et si jamais il y en a vraiment des punchlines vraiment très bonnes, je les écris. Donc et pour expliciter, tout le monde est autour d'une table et on lit les scénarios, et on lit les dialogues, histoire de se les mettre un peu en bouche et de voir ce qui passe ou ce qui passe pas, quoi. Voilà, et déjà j'ai un travail avec le réalisateur qui a parfois des idées ou parfois de mise en scène, mais qui change un détail et on en parle ensemble, tous les scénarios. Pareil pour la prépa de... Ce qui en soi est assez rare à la télé française, parce qu'il y a quand même pas mal de scénaristes, une fois qu'ils ont livré leur scénario, on leur dit vous êtes sympa, vous rentrez chez vous, et ils n'ont pas forcément la chance de pouvoir suivre le processus. C'est ça. L'idée, c'est que jusqu'au bout, il y a 3 têtes pensantes, Stéphane le réalisateur, Antoine Zimalka le producteur et moi. Quand il y en a 2 qui ne sont pas d'accord sur un truc, le 3e tranche. Par contre, il faut bien que chacun respecte le rôle précis de l'autre, et sur le tournage, Stéphane, c'est vraiment le patron, quoi. Et donc du coup, je peux être présent et aller le voir discrètement pour juste lui, jamais voir un acteur ou je sais pas quoi, parce qu'il faut que ce soit lui qui dirige tout, mais aller le voir pour lui dire « Ah, il y a un truc auquel je pense », mais c'est très rare, et il faut que ce soit très rare parce qu'il n'y a pas le temps. Donc la prépa, on est ultra carré là-dessus, y compris sur... Et donc quand un acteur comme Sébastien improvise, oui, il y a toujours une ou 2 répliques dans chaque scène où il trouve une autre façon de dire les choses qui est plus marrant, et à ce moment-là, évidemment, qu'il faut garder ça, quoi. Question extrêmement complexe, mais c'est un peu le thème de la journée. Qu'est-ce qui fait rire les téléspectateurs français? Est-ce que, quand on fait une comédie à la télé française, on se demande, comment on se pose la question, ok, est-ce que ce que je vais faire, ça va trouver un public? Est-ce que ce public existe? Et est-ce que cette histoire que je vais lui raconter, elle va le faire rire? Je me demande si le scénariste de comédie à New York va pas forcément faire les mêmes blagues que celui qui est en banlieue parisienne pour vous. Est-ce que ce contexte-là, cette question-là, on se la pose quand on écrit une série comique? Moi, pas tant que ça, non. Même si je suis assez partisan dans l'idée de se dire, parlons de notre monde, et celui qu'on connaît le plus précisément, c'est la France d'aujourd'hui. Essayons de réfléchir à des thèmes qui me parlent, et si ça me parle, c'est peut-être parce que je vis en 2018 en France, donc inconsciemment, il y a peut-être un peu ça, mais j'en fais pas une ligne de conduite absolue. Moi, le seul truc que je peux dire, c'est si je fais ce qui me plaît, ce que j'ai envie de voir à la télévision, et tant mieux si jamais il y en a qui suivent derrière, hein, si je ne suis pas tout seul. Le cadre, Chaville, en banlieue parisienne, c'est important. Ça joue, c'est pas un cadre anodin. Il y a beaucoup, là c'est le critique qui parle, mais il y a beaucoup trop de séries françaises dans des villes plus ou moins inidentifiables, des banlieues floues.
à quel point ça joue et pourquoi avoir choisi ce cadre-là spécifiquement? Et troisième épaisseur de la question, est-ce que ce cadre-là est comique? C'est-à-dire, est-ce que ce cadre-là a un apport comique sur votre histoire? Bonne question pour la troisième. Pour les deux premières, c'est plus facile à répondre. C'est tout simplement parce que j'y ai grandi. Et donc, quand je pense à Ville des parents, si jamais moi je vais retourner chez ma mère, ce sera à Chaville. J'y ai vécu mon adolescence aussi. Donc, parler de l'adolescence dans ce cadre-là de Chaville, ça me parle, c'est très facile. Ma co-auteure, qui est ma sœur, Camille Rosset, évidemment, connaît le cadre aussi. Donc, ça me parlait, quoi. Tout en se disant, on savait que oui, techniquement, ça peut se passer ailleurs. Si jamais on avait des subventions dans d'autres régions de France, on nous aurait peut-être obligés à aller ailleurs. J'aurais été déçu, mais pour moi, c'était la cerise sur le gâteau, quoi. C'était pas un but en soi, mais tant mieux qu'on ressente ça, que ça se sente, qu'on sait de quoi on parle, tout simplement, quoi. Même si on exagère d'un terme comique, de temps en temps, on insiste sur le côté de l'autre côté du périph'. Et donc, du coup, c'est toujours chiant d'aller à Paris, même si on n'en parle pas tant que ça. Ce qui n'est pas vrai, en fait, c'est beaucoup moins contraignant qu'on le voit dans la série. En saison 3, il y aura peut-être un voyage en RER, je sais pas. Mais j'adorerais faire ça, mais par exemple, c'est compliqué de tourner dans des... On a une limitation de décor, c'est idiot, hein, mais il y a des éléments que... Par exemple, moi, j'aimerais beaucoup mieux montrer Chaville, mais comme on a très peu de décors, on tourne beaucoup dans les appartements des personnages, les maisons, et donc du coup, il y a des scènes que j'aimerais qu'elles se passent en extérieur, elles se passent en intérieur, en fait. Bon, c'est un détail. Hein. Les contraintes. Mais ouais, non, c'est pas tant un ressort comique que ça, par 2-3 détails, quoi. Quelques questions là qui passent, juste une petite... c'est Charlotte qui suit ce que vous disiez sur les punchlines de Sébastien Chassagne. La meilleure punchline de Julien, qu'elle soit de vous ou pas d'ailleurs, en toute modestie, ou pas? Des scouts qui écrivent des scouts qui écrivent des lettres anonymes quand ils disent... Non, attendez, je la récite mal. C'est la blague de Coluche, l'histoire du mec. Ah bon? Ah, je sais pas. Ah non, si, il y en a une que j'adore, il y en a deux que j'adore dans la saison 2, c'est quand il dit « émotionnellement, je vais par là quand il a fini de faire n'importe quoi. C'est dans l'épisode 1, ceux qui l'ont vu comprendront. Et quand il parle quand il essaie de mentir à son pote qu'il a oublié d'inviter à une fête, il lui dit « c'est un scrap qui a dégénéré » et ça me fait mourir de rien. C'est une référence à Dion Nextel, non? Peut-être. Charlotte aussi qui demandait si c'était difficile de se mettre à la saison 2. Alors, contrairement à ce que disait notre ami tout à l'heure quant à le côté confidentiel d'OCS, elle parle du succès de la première saison, parce que c'est vrai que, à défaut de faire 8 millions de téléspectateurs par semaine, il y a eu un beau succès critique et une forme de reconnaissance de la part du public aussi. Du coup, ça met la pression, même quand on est dans un cadre plus confidentiel? Oui, un petit peu, oui. On savait que la saison 1, personne ne nous attendait, en fait. Donc c'était que je vais dire que du bonheur, c'est terrible phrase, mais c'était oui, ça t'avère que du bonheur de recevoir des avis positifs, de voir que les gens suivaient, et voilà. Et du coup, pour la 2, on se disait, bon, les gens vont nous attendre au tournant, les gens vont se dire, ah, je pensais que ça allait par là et pas par là. On avait, comme la première partie de la saison, on était vraiment dans du pur comique et que progressivement, on jouait un peu plus avec les genres, avec des trucs un peu plus dans l'émotion. Et pour la 2, on a décidé de commencer directement un peu comme ça. On s'est dit, peut-être des gens vont nous dire c'est moins drôle, c'est moins fort. Finalement, c'est pas ça qu'on a comme remarque, et donc on est super heureux. Mais de toute façon, on n'est jamais... Moi, là, maintenant, j'écris la 3 et j'ai super peur que la 3 soit mal reçue. Faut jamais se reposer sur les lauriers de toute manière, mais moi, je pars tout le temps, moi. Il y a Seb qui demande, qui considère l'ensemble des comédies d'OCS et qui demande, pensez-vous faire partie d'une nouvelle vague comique? Alors là, c'est encore le critique qui parle, il y en a des bonnes et des moins bonnes sur OCS, mais il y a quand même, c'est vrai, une tentative de proposer quelque chose d'autre. Moi, j'aime beaucoup Les Grands, alors qu'il n'y a pas une pure série comique. Est-ce que vous avez quand même l'impression, est-ce qu'il y a une forme d'excitation de se dire, il se passe quelque chose, tranquillement, doucement, mais il se passe quelque chose quand même? Sur OCS, il y a surtout l'équipe Empreinte Digitale qui a fait vraiment son nid là-bas et qui se fait quand même beaucoup remarquer parce que c'est la même prod et beaucoup d'auteurs en commun, enfin pas tous, mais qui ont fait Les Grands, Mission et Les et compagnie. Donc et donc moi, du certain on peut dire qu'on est un peu cousins éloignés, mais on se sent proche d'eux, oui, et on trouve que... Bon, quand on se rencontre, on parle de notre vécu, on voit qu'on vit la même chose en fait, donc évidemment ça peut nous rapprocher, ouais.
Et le temps pour 3 questions. Elles sont dans l'ordre, hein. D'abord, Carlo qui demande vos modèles en matière de comédie. Alors là, pas pour le personnage. Peut-être, alors on en reviendra peut-être à la même série / devenu film, mais d'autres modèles, d'autres inspirations, d'autres séries qui vous font rire et qui éventuellement vous inspirent. Il y en a beaucoup. J'adore BoJack Horseman en ce moment. Je trouve que c'est vraiment une vraie dramédie pour le coup, terme très galvaudé, mais là pour le coup, il y a vraiment un mélange des deux. Mais moi, j'adore. J'ai adoré Big Mouth qui est sorti dernièrement, qui est aussi un dessin animé d'ailleurs, que je trouvais une très intelligente. Big Mouth, ça oui, sur Netflix. J'ai un très mauvais accent anglais. Ouais, mais c'est vrai qu'il parle super intelligemment et de façon complètement idiote, en même temps très profonde de l'adolescence. Et Man Seeking Woman, j'ai trouvé ça génial aussi. Et toujours des séries un petit peu drôlement dépressives, quoi. Hein. Oui, bien sûr, qui parfois vont beaucoup dans l'absurde et en même temps, c'est jamais totalement gratuit, ça parle toujours de quelque chose. Moi, je me suis énormément reconnu dans Man Seeking Woman, qui est pourtant l'une des séries les plus absurdes possibles. Je pense qu'il presque de la BD, en gros, il y avait un côté, tout était pris au premier degré, c'est-à-dire que chaque blague débouchait sur un truc très concret. C'est-à-dire, on disait, voilà, le premier épisode, hein, petit ami de mon ex, ce type, ça va être le pire type de tous les temps, c'est Hitler, littéralement, qui déboule. Hein. Oui, voilà, c'est ça. J'avais beaucoup regardé cette série. Mais il y a des trucs très... Enfin, moi, il y a un épisode dans la saison 3 où il est en couple depuis 1 an et ça parle de la routine et du coup, ça se transforme en film d'horreur. Ils font peur parce qu'ils sont dans une maison, on les a jamais revus, ils ont des masques. J'étais depuis 1 an en couple quand j'ai vu cet épisode et par exemple, je me suis reconnu à mort et j'ai trop eu envie de sortir d'ailleurs en me disant non, regarde pas une série Netflix, c'est pas possible. et donc voilà, c'est des trucs comme ça. L'angle est très comique, absurde, mais ça parle de choses très intelligentes. Et puis il y a Girls aussi, que j'aime. Et Friends, Friends, je sais pas si vous voyez dans South Park. Ouais, je connais bien Friends. Non, mais ils ont fait, dans South Park, ils ont fait un épisode qui s'appelle Les Simpsons l'ont déjà fait, où ils parlent du fait qu'ils ont plein d'idées, mais le problème c'est que les Simpsons, ils ont tellement tout fait qu'ils sont un peu obligés de parfois. On a cette impression-là avec Friends. Moi, de temps en temps, avec ma co-auteure Camille, on se dit, on a une super idée, puis on fait. Ça m'a fait penser à tel épisode de Friends. Bon, c'est grillé ou pas? Enfin, je veux dire, parce qu'on a eu l'idée sans s'en rendre compte au départ. Mais les séries, c'est un peu comme le rock'n'roll. De toute façon, c'est de plus en plus difficile de faire quelque chose d'original. Ça sera forcément un truc qui ressemblera à quelque chose qu'on a vu avant. Bien sûr, bien sûr. C'est difficile d'être purement original. Sauf à la télé française, à la limite. Là, il y a plus de place. Ça fait des années qu'on nous dit tout a été déjà fait, donc maintenant, il faut savoir le réinventer, bien sûr. Brice demande combien de saisons sont prévues. En l'occurrence, la 3e est en écriture. On n'en est pas au stade où on peut dire qu'elle est validée. J'imagine que c'est toujours pareil, on attend un petit peu, la chaîne voit comment ça réagit et derrière elle... J'ai oublié de poser la question à mon prod, mais tant pis. Il y a 2 jours, il m'a dit que ça y est, on est officiellement renouvelé. Ouais, c'est tout le mal que je vous souhaite. Mais j'ai oublié de lui demander, j'ai le droit de le dire, parce qu'il y a officiel et officiel, mais tant pis, c'est dit. Voilà, OCS, vous ne pouvez plus faire machine arrière. Voilà, vous êtes coincé. Mais donc ouais, 3 c'est sûr. Et on écrit la 3 en partant du principe que ça devrait être la dernière. On parle voilà. Comme Man Seeking Woman. Ouais, et pourtant, Man Seeking Woman, je suis super malheureux. C'est très bien. Il y avait une fin très cohérente. Mais c'est super, c'est très bien, mais je me dis, Man Seeking Woman, pour moi, c'était intéressant jusqu'à ce qu'il soit grand-père, quoi. Je voulais que ça continue jusqu'au bout. Et alors là, pourquoi ça serait intéressant en 3 saisons et pas plus? Pour le coup, déjà, parce que je peux pas éternellement, pour des raisons artistiques, ça peut pas durer éternellement. C'est très dangereux. Non, pas tant que ça. C'est plutôt il y aurait une vraie fatigue si on était obligé de faire vraiment pile poil 1 an plus tard. Mais bon, comme on est en France, voilà. J'aimerais bien être plus industriel, mais on n'y arrive pas. Bref. Mais pour j'ai envie que mes personnages avancent beaucoup, évoluent, et au bout d'un moment, ça évoluera trop et la série s'enlèvera de son concept. Je peux pas dire, mais par exemple, je vais pas révéler, mais j'aurais pas fait la même fin pour la saison 2 si je ne m'étais pas dit la 3 et la dernière. Parce que c'est intéressant ce qui se passe pour la 2 pour une saison, mais ça peut pas durer éternellement. Je redoute l'effet Californication pour ceux qui ça parlerait. Oui, ça me parle. Et donc déjà ça, et aussi de toute façon, c'est vrai que dans les conditions dans lesquelles on tourne, comme on disait, c'est très dur de continuer éternellement. On a des comédiens en plus qui sont de plus en plus demandés et
on peut pas, on préfère arrêter nous plutôt que se dire allez on est reparti et là on voit que la machine ne prend plus, que plus personne n'est trop motivé en disant il y a encore justement payer encore que ça. Bon déjà il y a ce truc là quoi. Donc ensuite en plus je fais pas Lost, c'est-à-dire que quand j'ai écrit la saison 1 j'avais fait une fin où je me disais ça peut s'arrêter là, si la série n'est pas renouvelée ça peut s'arrêter là, c'est intéressant aussi, j'ai pas besoin de faire un suspense. La fin de la 2 pour le coup ça a été vraiment très embêtant parce qu'on a un peu annoncé plus la 3 parce qu'on se doutait qu'elle allait arriver. La 3 on fait comme la saison 1, on part du principe que ça marcherait enfin. Allez, 2 petites questions pour finir. La première, c'est Junior qui dit est-ce qu'Irresponsable, est-ce que son succès sur OCS vous a ouvert des portes vers des projets de plus grandes chaînes? Il cite Arte, Canal+, ou le service public. Est-ce que, justement, on parle d'une dernière saison, c'est aussi peut se dire que peut-être les portes se sont ouvertes ailleurs et qu'on va pouvoir aller faire autre chose? Oui et non. Oui, énormément pour travailler sur des séries déjà existantes pour le coup. J'ai écrit sur un épisode sur les bracelets rouges qui vient de passer sur TF1. J'ai écrit un épisode, le 6e épisode, enfin co-écrit avec Fanny Herrero de la saison 3 de 10% qui est en tournage actuellement. Je suis en train de bosser sur une série Arte en ce moment, pareil, c'est de la commande. Et ça, c'est parce que Irresponsable existe, que ces gens-là ont eu connaissance de mon travail et sont venus me chercher, et voilà. Dans l'idée de créer sa propre série, on verra. Pour être très très honnête, avec Tetra Media, on a écrit un projet. Donc le producteur de Irresponsable. Oui, c'est ça. On a écrit un projet à l'époque, il y a un an. On l'a proposé et elle n'a pas été prise. Donc je ne vais pas entrer plus dans les détails, mais ce n'est pas parce que j'ai fait Responsable que les portes sont totalement ouvertes. Les portes sont ouvertes, ça veut dire qu'ils sont intéressés, ils veulent bien lire, mais je me suis un peu pris dans la gueule, c'est pas assez mainstream quoi. Voilà, je n'entrerai pas plus dans les détails. Allez, la dernière question revient à Sébastien Chassagne en personne, qui pose la question. Je l'ai mis très C'est bien. pas une blague, sur Twitter, visiblement. Ah, c'est lui qui... Oui, c'est lui vraiment, oui, c'est vraiment lui qui pose la question ok, sur Twitter, me dit-on en coulisses. S'il devait faire un spin-off, ce serait avec qui ou quoi? Et deuxième partie de la question, aurais-je toujours le rôle principal malgré tout? La règle du spin-off, en théorie, c'est que non. Avec une perruque, peut-être. On a fait la blague la dernière fois avec Adrien Méniel qui joue un banquier le temps d'une scène, de se dire qu'il faut faire un spin-off Julien et le banquier. Parce que moi j'ai trouvé Adrien Méniel absolument génial dans ce rôle, et sauf qu'il était vraiment prévu que pour une seule scène, donc je vois pas comment le faire revenir, mais donc on avait fait cette blague-là. Je sais pas si c'est une référence à ça, et sinon je ne sais pas, sur Jacques tout seul, il y a tellement de personnages secondaires, moi dans les personnages secondaire, j'adore Adrien, le flic, et je trouve qu'il forme un super duo avec Julien, donc je ne saurais pas quoi faire avec ça, ou Léa, sa meilleure amie parisienne, aussi, bref, il y en a plein en fait. Donc là, un spin-off comme ça me parle pas, mais pourquoi pas. Et ça sera la dernière question. Merci à toutes et à tous d'être venus débattre avec nous, discuter d'Irresponsable et des séries comiques françaises. Merci beaucoup. Merci. Frédéric Rosset d'être venu discuter avec nous. Je vous rappelle que la saison 2 d'Irresponsable est diffusée le jeudi soir sur OCS Max, mais qu'elle est aussi sur OCS Go, la plateforme d'OCS qui permet maintenant, c'est généralisé presque. Les gens regardent de moins en moins la télé, de plus en plus leur plateforme et leur tablette. L'intégralité de la saison doit être disponible, si je ne dis pas de bêtises. Tout, la 1 et comme la 2 sont sur OCS Go. Et alors franchement, c'est ce binge très bien. Je ne suis pas un pro du binge, mais là, pour le coup, comme c'est des épisodes assez courts, ça se mange très très bien. Nous, on aime beaucoup à Télérama. Merci beaucoup encore à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'une autre série. Merci.